Préparatif des obsèques du patriarche El Hadji Ahmed Niang à Kaye, message de condoléances des plus hautes autorités du pays. Les détails avec nos envoyés spéciaux à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information. Session plénière du Conseil national de transition avec l'ordre du jour l'adoption du projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2026. Le projet de loi portant loi de finances table sur une prévision en recettes budgétaires de l'État de 357 milliards 792 millions 44 000 francs CFA et une prévision de dépenses budgétaires de 3 578 milliards 216 millions 683 000 francs CFA. Le projet de loi portant loi des finances pour l'exercice 2026 connaît ainsi un solde budgétaire négatif de 520 milliards 424 millions 639 000 francs CFA. Par l'adoption à l'unanimité de ce projet de loi portant loi de finances 2026, les membres du Conseil national de transition donnent quitus au gouvernement. Écoutons le président de la Commission des finances, de l'économie, du plan de la promotion du secteur privé et des industries du CNT au micro de Abdoul Karim Sako et Abdoulaye Sogodougou. Alors nous venons d'adopter à l'unanimité le projet de loi de finances 2026, sinon je dirais plutôt la première partie de ce projet de loi de finances, car j'estime que vous le savez déjà, depuis l'avènement du budget en mode programme, la loi de finances est déclinée en deux parties. Une première partie qui traite de l'équilibre général budgétaire et la deuxième qui consacre la mise en œuvre des politiques publiques à travers les programmes budgétaires. Alors c'est cette première partie que nous venons de voter à l'unanimité. Alors cette loi que nous venons d'adopter confère à l'autorité financière, en l'occurrence le ministre des Finances, toute la latitude de chercher, trouver les voies et moyens pour combler le déficit le déficit négatif qui vient d'être dégagé. Et tel que nous sommes censés le connaître, sa perspicacité, son efficacité, et nous estimons bien qu'il n'aura pas de mal à boucler ce budget. C'est un budget souverain. La quasi-totalité des investissements sont sur ressources propres. Bon, il faut reconnaître que même si je ne peux pas dire que les portes nous sont fermées à l'extérieur, mais très peu de gens se bousculent à la porte pour nous appuyer financièrement. Et en plus, je disais que c'est un budget souverain, et en plus, quoi d'autre, que puis-je dire? Les indicateurs aussi sont au beau fixe. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a organisé un point de presse ce jeudi 4 décembre 2025 à la cité administrative pour annoncer le lancement de la deuxième édition de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. Cette initiative vise à promouvoir une utilisation harmonieuse et respectueuse des symboles nationaux. Compte rendu Khadija Traoré et Ibrahim Koulibaly. L'objectif de cette deuxième édition de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État est de sensibiliser les citoyens et les agents de l'État sur l'importance de ces symboles et de prévenir les abus et les profanations. L'objectif principal de la semaine demeure la poursuite de l'information, de la formation, de la sensibilisation sur les symboles de l'État qui demeurent jusqu'à preuve du contraire peu connus et mal utilisés et quelquefois utilisés dans l'anarchie. Donc plus on va les faire connaître, plus on va informer et sensibiliser les populations et même les acteurs étatiques sur ces symboles et leur utilisation,
plus on va atteindre l'objectif qui est de parvenir à les vulgariser et à les faire respecter. Aussi, les activités prévues pour cette deuxième édition ont-elles été évoquées? C'est des activités qui seront principalement à l'adresse des différents représentants du monde de la culture et des arts. Et ce sont des communications, des présentations, des représentations, des explications, des échanges entre ces acteurs et les responsables de l'organisation de la semaine pour mieux faire comprendre chacun des symboles que nous allons proposer à la diffusion et à la divulgation à l'occasion de cette semaine, à savoir le drapeau national, l'hymne national, la devise de la République, le sceau de l'État et les armoiries de la République. Cette semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État se tiendra du 8 au 12 décembre au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia, Bala-Faseke Kouyaté. Actualité chérifienne à présent, formation des membres du club Imam Ali Alasago Djamasago sur la transformation agroalimentaire, rendue possible grâce à la bonne volonté de Mme Aïdara Tanti Diaratou Tunkara. L'atelier se tient du 4 au 6 décembre 2025 au siège de la FADI à Bangoni Djangnebougou. Reportage Baba Keita avec la voix de Samaïra Sanogo. Réunissant les membres du club Imam Ali Alasago Djamasago, cet espace est un atelier de formation sur la transformation agroalimentaire. Rendu possible grâce aux efforts et à la bonne volonté de Mme Aïdara Tanti Diaratou Tunkara, l'acte vise à améliorer les acquis des participants en la matière. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la formation de nos produits, pour la transformation de nos produits agroalimentaires. Le thème de notre formation, c'est la transformation de nos produits agroalimentaires. Bon, je remercie toutes les personnes qui ont fait leur déplacement pour venir nous aider à notre transformation. On les remercie et nous saluons aussi notre maman, Tanti Diaratou Tunkara, celle qui a eu l'initiative de cette formation. Notre grand remerciement vient de notre guide Assir Cheikh Ousmane Mandana Aïdara et toute sa famille. Je remercie toutes les personnes qui ont fait leur déplacement. Qui parle de transformation parle forcément de la propriété. Ainsi, la formatrice d'ores et déjà met l'accent sur ces éléments de base considérés comme le vecteur majeur. Les participants de plein pied dans la formation, retenant l'essentiel de ce jour est apprécier la qualité de l'exposé de la formatrice. Le premier, c'est l'hygiène. D'abord, avant la transformation, tu dois charger les produits alimentaires. Les matières premières, tu dois choisir les matières premières de bonne qualité. Il y a aussi les matériels, il y a aussi l'endroit où tu vas faire la transformation doit être l'endroit propre. Il y a l'endroit où il y a beaucoup d'hygiène là-bas. Et le quatrième, c'est main-d'œuvre. La personne doit être propre. Tu dois porter des blousons propres. Tu dois laver tes mains avec du savon et de l'eau de javel. Et puis couper les ongles aussi pour que tout soit propre. Et la cinquième et la dernière, c'est la méthode. Les machines que tu prends pour faire le travail. Tout doit être correct, tout doit être propre pour faire ton travail. Regroupant les membres du club Imam Ali Alasago Djamasago, venus de divers horizons de la capitale malienne et environ, durant 3 jours d'échanges intenses et à bâtons rompus, apprendront de la formatrice des techniques limpides sur les différentes étapes de la transformation agroalimentaire. Comme annoncé dans le titre en début de ce journal, Kaï se prépare pour les obsèques du patriarche El Hadji Ahmed Niang, décédé à Dakar au Sénégal. Sa dépouille est arrivée au Mali à l'aéroport international d'Agdag de Kaï aux côtés de la famille. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement, notamment le gouverneur de région, le général de brigade Moussa Soumaré, les préfets, maires, notabilités et personnalités religieuses d'ici et d'ailleurs. Le défunt a ensuite été conduit à la famille Niang, sise au quartier légal Ségou de la cité des Rails
Et c'est dans une grande émotion. Le patriarche sera inhumé ce vendredi 5 décembre 2025. Restons toujours à Kaï pour les obsèques du vétéran El Hadji Ahmed Niang. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Oumar Kouné, est arrivé à Kaï ce jeudi 4 décembre 2025. Accompagné du gouverneur des régions, le général des brigades Moussa Soumaré, les deux personnalités se sont rendues au domicile du défunt pour les condoléances. Dans le même registre, une grande cérémonie de lecture du Coran est organisée le même jour dans la matinée. Nos envoyés spéciaux Al-Amidou Badini, Bouya Djagili Koulibaly, Foussène Keita et Youssouf Diallo. Le Mali pleure la disparition d'une personnalité de renom. El Hadji Ahmed Niang a répondu à l'appel d'Allah le dimanche 30 novembre dernier à Dakar, au Sénégal. La dépouille mortelle est arrivée ce mercredi dans l'après-midi à l'aéroport international de Kaï. La disparition a laissé un grand vide au sein de la communauté et les condoléances viennent de tous bords. Ce jeudi, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes est venu présenter ses condoléances au nom des plus hautes autorités du pays. Aujourd'hui, tout le Mali est attristé par le départ de notre père à son Seigneur, le père Ahmed Niang. Sa disparition est une disparition d'une grande personnalité de la République du Mali. Une personnalité qui a porté le Mali dans son cœur et a exhorté, a même imposé aux autres l'amour de ce pays. Quand un État perd un digne fils, déjà, c'est la reconnaissance seulement qui est considérée comme la chose réparatrice. La chose sociale chez nous au Mali est une chose connue, et surtout au niveau de l'État du Mali. On a été dépêché par les plus hautes autorités du pays pour venir assister à ces obsèques, présenter les condoléances de l'État, faire des bénédictions et des prières pour notre disparu. Toujours à la résidence Niang de l'Égal Ségou, une forte délégation de la communauté chrétienne protestante est présente pour les mêmes civilités. C'est un message de condoléances, de compassion, et c'est une perte vraiment pour toute la communauté malienne, et régionale de la ville, et en particulier pour sa famille. Et vraiment, nous connaissons ce monsieur, si je peux dire, qui est notre grand-père, depuis que nous étions bas âge. C'est-à-dire, quand tu parles de Kaï, bon, nous on a fait, si je peux dire, les années 70, on était encore des enfants, mais c'était lui, c'était les grandes personnes de la ville de Kaï. Donc vraiment, il a cheminé et il a été toujours vraiment avec Kaï. Donc il a été un exemple. Donc vraiment, c'est une perte vraiment pour l'ensemble de la communauté, y compris l'Église. Depuis que l'Église a entendu, nous avons été tous touchés. Voilà, c'est pourquoi l'Église nous a envoyés pour venir présenter nos condoléances au nom de toute l'Église, à la famille et à tous ses proches. À tour de rôle, les différents intervenants ont loué les qualités de l'illustre disparu, fervent défenseur de l'islam, homme de paix, de bonté à la générosité incommensurable. Pour son repos éternel, une grande lecture du Saint-Coran et bien d'autres invocations ont eu lieu ce jeudi. Nous pleurons Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il fasse que tout ce qu'il a laissé derrière lui comme bon héritage soit bien porté et soit mené à bon escient. On ose croire que, Inch'Allah, les progénitures de Ahmed Niang vont porter les flammeaux tels qu'il lui-même il a porté. On ne doute guère de cela, car il a laissé des enfants bien éduqués, et bien, des enfants patriotes qui aiment réellement le pays. Ici, nous remercions les gouverneurs de la région de Kaï de nous avoir accueillis à la hauteur du soin et de privilégier l'État du Mali. Nos condoléances à la famille Niang et à tous les Maliens. Inch'Allah, le Mali va découvrir sa souveraineté, sa liberté
sur l'ensemble de son territoire. Que Dieu assiste le Mali et qu'il protège tous les Maliens. Rappelons que son inhumation est prévue pour ce vendredi. D'ores et déjà, les dispositions nécessaires sont prises par la famille du défunt et les autorités administratives avec à leur tête le gouverneur de la région de Kaï. Restons avec Moussa Foba pour l'essentiel de l'actualité internationale. Au Bénin, le lundi 1er décembre 2025 restera une date importante pour le parti d'opposition Les Démocrates, en recevant le récépissé définitif de la validation de candidature de la Commission électorale nationale autonome Sénat. La formation confirme officiellement sa participation aux élections législatives prévues le 11 janvier 2026. Après 2 exclusions successives à la présidentielle et au communal, cette validation marque un tournant majeur pour le principal parti d'opposition. Une validation qui revêt une forte portée symbolique pour un parti qui estime avoir été injustement écarté des 2 derniers rendez-vous électoraux, la présidentielle et la communale, toutes prévues en 2026. Pour sa direction, le retour dans la course législative est non seulement une victoire administrative, mais aussi une réouverture de l'espace politique longtemps jugé verrouillé. La participation des démocrates relance une dynamique politique qui pourrait peser lourd dans l'issue du scrutin. Pour beaucoup d'observateurs, l'enjeu dépasse le sort du parti. Il s'agit d'un test pour la vitalité démocratique du Bénin. À Manama, le Conseil suprême du Conseil de coopération des États arabes du Golfe a réaffirmé son soutien à la marocanité du Sahara occidental et à l'initiative d'autonomie. Cette position a été exprimée mercredi dans le communiqué final clôturant les travaux de la 46e session du Conseil suprême du Conseil de coopération des États arabes du Golfe. Le Conseil a également salué la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée le 31 octobre 2025 qui considère l'initiative d'autonomie comme un élément important pour parvenir à une solution réaliste et durable. Les États du Golfe ont aussi pris note de la décision du roi Mohamed VI de présenter officiellement cette initiative au Conseil de sécurité et d'instaurer le 31 octobre comme fête de l'unité. Cette position s'inscrit dans la continuité du Conseil de coopération des États arabes du Golfe à l'intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté. Le Conseil de coopération du Golfe qui regroupe l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn et Oman a été fondé en 1981 et siège en Arabie saoudite. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas prennent leur distance avec les allégations de corruption visant d'anciens hauts diplomates de l'Union européenne, a rapporté le journal Politico. Selon le journal, la présidente de la Commission européenne se désolidarise des allégations de corruption qui secouent le service diplomatique de l'UE, comme l'ont déclaré des responsables de la Commission. Ursula von der Leyen n'y est pour rien. C'est une autre institution qui fait l'objet d'une enquête, a déclaré un responsable de l'Union européenne. Le scandale de corruption, comme le rapporte le journal, s'est déroulé dans un contexte de tension entre Ursula von der Leyen et la directrice du service européen pour l'action extérieure, Kaja Kallas, qui cherche elle aussi à se dissocier de l'enquête pour corruption. Dans une lettre adressée au personnel de son service et consultée par Politico, la haute diplomate européenne a écrit qu'elle trouvait les allégations portées contre Mogherini et Sanino profondément choquantes, mais que celles-ci étaient antérieures à sa prise de fonction au sein du service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne. Depuis, son équipe a entrepris des réformes internes, notamment la mise en place d'une stratégie antifraude et le renforcement de la coopération avec l'OLAF, l'agence antifraude de l'Union européenne et le parquet européen. L'Union européenne ne prête aucune attention au scandale de corruption en Ukraine car ses propres responsables sont eux-mêmes impliqués jusqu'au cou dans la corruption, a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères Péter Szijjártó en commentant l'arrestation par la police belge de l'ancienne haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, soupçonnée de fraude à grande échelle. Je crois qu'il est désormais clair pourquoi Bruxelles n'a pas demandé de compte à Kiev.
Ce qui se passe à Kiev se produit également à Bruxelles. Une corruption colossale y prospère, a déclaré le ministre des Affaires étrangères aux journalistes à Bruxelles, où il participe à une réunion avec ses homologues de l'OTAN. Cet entretien avec la presse a été diffusé par la chaîne de télévision M1. Le 2 décembre, la Commission européenne et le parquet européen ont confirmé les informations relatives aux perquisitions menées au siège du Service européen pour l'action extérieure à Bruxelles, au Collège d'Europe à Bruges, ainsi que dans plusieurs domiciles privés, au cours desquels 3 personnes ont été interpellées. Elles sont accusées de fraude au marché public en vue de la gestion d'une école de formation pour futurs diplomates européens. Parmi les personnes interpellées figurent Mogherini et Sanino. Les dirigeants ukrainiens auraient dû accepter un règlement du conflit plus tôt car la situation actuelle se retourne largement contre eux, a déclaré le président américain Donald Trump aux journalistes à la Maison-Blanche. Je leur ai dit, vous n'avez aucune carte à jouer, a déclaré le président américain, faisant référence à sa rencontre avec Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche en février. C'était le moment de trouver un accord. J'aurais pensé que c'était le moment idéal. Ils ont beaucoup de choses qui jouent contre eux. En ce moment, a-t-il ajouté, lors de cette réunion en février, le président américain a averti Volodymyr Zelensky que Washington retirerait son soutien si Kiev ne s'engageait pas dans la recherche d'un règlement. Le chef de la Maison-Blanche a alors souligné que l'Ukraine n'avait aucun moyen de pression dans ce conflit. Les forces armées vénézuéliennes ont été déployées dans tout le pays en réponse aux menaces de l'administration américaine, a déclaré le président Nicolás Maduro. 22 semaines d'entraînement militaire, civil et policiers ont permis au Venezuela d'atteindre le plus haut niveau de capacité de défense globale jamais réalisé. Elles nous ont préparés à défendre notre terre, notre souveraineté et notre dignité et ont garanti une patrie libre et souveraine aux générations futures, a déclaré le chef de l'État dans un message vidéo diffusé par le commandement opérationnel stratégique du pays. Maduro a rappelé qu'en réponse aux menaces américaines, le Venezuela menait depuis 5 mois des exercices militaires baptisés Indépendance 200 avec la participation de milices et d'unités de police. Il a condamné les actions américaines contre le Venezuela. La terreur psychologique ne nous a pas détourné d'un iota du droit chemin que nous devons suivre en toutes circonstances, ni de la construction d'une patrie forte, celle que mérite notre peuple, a-t-il souligné. Point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et bonne prière du vendredi.